L'actualité internationale des 7 derniers jours, vous l'avez vu peut-être sur France 24, mais qu'en ont pensé nos éditorialistes? Eh bien justement, on va interroger cette semaine Lise Joly, journaliste spécialiste de l'Allemagne. Vous avez été correspondante permanente pour Radio France à Berlin. Merci d'être avec nous, Lise, aujourd'hui. Également parmi nous, ma consoeur de France 24, Mariam Pirzadeh, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, et Marc Semo, journaliste au Monde. Marc, vous êtes également co-directeur. Rédacteur en chef adjoint des pages débat idées, on va y arriver. Voilà, et cette semaine, eh bien, l'Iran à nouveau au banc des nations dans la lutte contre le terrorisme. Le GAFI, le groupe international d'action financière, inscrit à nouveau Téhéran sur sa liste noire en matière de blanchiment. Cette mise à l'écart, est-ce fortuite ou volontaire? Elle intervient le jour même où le pouvoir iranien s'apprête à prendre davantage de distance encore avec l'Occident, opérant une bascule à l'occasion des élections législatives. Aujourd'hui, on s'attend à un triomphe des conservateurs, et pour cause, Mariam Pirzadeh, les personnalités jugées trop modérées ou réformatrices ont vu leur candidature retoquée par le Conseil des gardiens de la Constitution. Exactement, c'est le deuxième taux le plus fort de disqualification de l'histoire de la République islamique, donc depuis 41 ans. Parmi ces disqualifications, 90 députés sortants, donc réformateurs, puisque le Parlement sortant a une majorité réformatrice, ce qui était inédit. Des figures aussi du gouvernement d'Hassan Rouhani, notamment l'ancienne ministre pour les droits des femmes. Donc on voit bien que ce tour de vis des conservateurs vise à écarter les réformateurs et en tout cas aussi les conservateurs dits modérés du Parlement, donc un Parlement qui très vraisemblablement va avoir une majorité conservatrice. Donc ça va se jouer maintenant entre les conservateurs et les ultra-conservateurs, et les conséquences vont être vues sur la scène intérieure et extérieure également. Alors du coup, on en est réduit évidemment à scruter les chiffres de la participation aujourd'hui. Le scrutin a été prolongé de 4 heures officiellement pour faire face à l'affluence dans les bureaux de vote, mais on va entendre l'appel du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ça semble bien quand même un appel pour battre le rappel. Écoutez. Voter est un devoir religieux, comme nous l'avons toujours dit. La vérité, c'est que ces élections garantissent l'intérêt national de l'Iran. Quiconque pense aux intérêts nationaux de l'Iran doit participer à ce scrutin. Et vous me disiez, Mariam, difficile de lire une interprétation dans le prolongement, parce que c'est une extension qui est assez commune en Iran. Tout le temps. Toutes les élections que j'ai couvertes pour France 24, il y a eu un retard parce qu'il y a peut-être une mauvaise gestion aussi des bureaux de vote. Mais clairement, aujourd'hui, moi, tous les échos que j'ai, c'est que très peu de personnes se sont déplacées pour aller voter, notamment à Téhéran, peut-être dans les zones rurales. Mais systématiquement, à chaque élection, les bureaux de vote ferment avec 2, 3, voire 4 heures de retard, minuit, heure locale. Donc ça ne veut rien dire. C'est le signe, Marc, d'un pouvoir impopulaire qui risque de se marginaliser encore davantage sur la scène internationale. Oui, c'est surtout le signe que pour beaucoup d'Iraniens, ces élections, ils ont la conscience qu'elles ne servent absolument à rien. Et que longtemps, il y avait eu un espoir que l'on puisse faire bouger un certain nombre de choses en choisissant un certain nombre de députés réformateurs. Là, 7500 ont été mis hors jeu avant même qu'ils puissent présenter leur candidature. Donc pourquoi voter? De fait, l'élection un peu plus importante sera l'année prochaine, la présidentielle. Et surtout, la vraie question clé aujourd'hui en Iran n'est pas une élection, au sens que la population n'y participera pas, mais c'est la succession du guide Ali Khamenei, qui est très malade, qui a un cancer de la prostate, qui va quand même très mal, donc qui sera bientôt remplacé. C'est dans le système iranien le lieu, l'homme qui a le pouvoir, et qui lui succédera. Et là-dessus, déjà, les grandes manœuvres ont commencé. Et il y a un nom qui circule, celui d'Ibrahim Raïssi. Raïssi, voilà, qui est soutenu à la fois par les gardiens de la Révolution, par les plus durs du régime, et on est en train de voir aujourd'hui la République islamique se durcir de plus en plus, et tous ceux qui disaient, voilà, on pourra faire bouger les choses de l'intérieur, c'est fini, et donc, jusqu'à maintenant, on est dans une situation d'affrontement direct entre une majorité de la population qui n'y croit plus ou n'en veut plus, et un pouvoir qui se durcit de plus en plus. C'est Lise Joly aussi, finalement, les conséquences de ce retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Ça a eu des conséquences, ou pour conséquence en tout cas, de faire porter au président Rouhani, aux yeux de l'opinion iranienne, l'échec de la politique économique du fait du maintien des sanctions. Oui, probablement, oui, tout à fait. Et puis ces élections qui n'en sont pas, il faut bien le dire, vont endaucher l'espoir de nombreux jeunes Iraniens dont on voit
qu'ils veulent se libérer un petit peu de ce qu'est le régime aujourd'hui et qui, s'il va dans l'autre sens, va sans doute encore plus brider les libertés. Et c'est plutôt, pour moi, une mauvaise nouvelle. Mariam, il y a aussi la destruction de cet avion de ligne du Ukraine Airlines qui a provoqué aussi un électrochoc dans l'opinion. Il y a eu des conséquences, elles sont perceptibles encore aujourd'hui? Elles sont perceptibles aujourd'hui lorsque le guide suprême demande d'aller voter à la population, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la contestation sociale, elle dure depuis 2017, avec ces manifestations en novembre 2017 qui ont été réprimées, des milliers d'arrestations. Elles ont continué jusqu'à l'année dernière avec la hausse du prix du carburant et exacerbées effectivement par les mensonges. C'est ça que les Iraniens ont reproché, les mensonges des autorités qui ont d'abord annoncé que c'était un accident avant de rétropédaler, puisqu'ils n'avaient pas le choix d'annoncer que c'était bien les gardiens de la Révolution qui avaient tiré sur cet avion. Ça a créé un vrai émoi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet avion, il y avait des étudiants, les plus brillants de l'Iran, qui étaient partis au Canada pour réussir, pour partir aussi de l'Iran pour avoir un avenir. Et lorsqu'ils manifestent dans la rue, ils manifestent contre le guide suprême avec des slogans qui sont très virulents contre la République islamique. Le guide suprême prend la parole quelques jours plus tard et on s'attend à ce qu'il leur tende la main, qu'il assouplisse sa politique. Et c'est tout l'inverse qui se passe. Au contraire, il durcit le ton en dénonçant ces manifestations, en ne comprenant pas, en faisant mine de ne pas comprendre et de minimiser ces manifestations qui vraiment ont un petit peu secoué la République islamique. Et là, deuxième message, quand on disqualifie massivement les réformateurs, c'est-à-dire que c'est terrible pour Hassan Rouhani. Il est pratiquement devenu un membre de l'opposition alors qu'il dirige le pays. Il n'aura plus de majorité, il lui reste un peu plus d'1 an au pouvoir, il ne va pas être réélu et à sa place, il y aura un président conservateur de type Mahmoud Ahmadinejad. Donc cette fenêtre d'ouverture qu'on a pu voir et que moi j'ai vécu sur place, c'est fini. Et ça, les Iraniens le savent. Marc Semo. Oui, c'est un pouvoir qui se sent menacé. C'est un pouvoir qui n'est peut-être pas encore aux abois, mais qui en tout cas se sont menacés. La politique de pression maximum des États-Unis économiquement a marché. L'économie iranienne s'effondre. Ils sont passés de 2,5 millions de barils jour à moins de 500 000. Donc, elle a fait quand même une victime, c'est les modérés. Cette politique. Ils ont fait une victime, ce sont les modérés. Et donc, effectivement, tout est possible, même le pire. Mais en même temps, c'est un pouvoir qui, jusqu'ici, évite ce pire. C'est-à-dire, on l'a vu après l'assassinat par un drone du général Soleimani, qui était comme une figure symbole. Bon, la réponse a été quand même très, très, très mesurée, jusqu'à quelques roquettes tirées sur des casernes qui n'ont pas fait de morts américains. On l'a vu aussi, et on le voit sur la question du nucléaire. À la fois, Téhéran se dégage de plus en plus de ses obligations de l'accord sur le nucléaire de 2015, mais pour le moment de façon très mesurée, même si petit à petit il y a le risque que l'accord soit totalement vidé de son contenu. Et surtout, ils n'ont pas chassé les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui peuvent continuer, malgré tout, à faire des inspections sur place. Donc ils évitent de créer l'irréparable. Ils n'arrêtent pas de dire que ce qu'ils ont fait est réversible. Ils espèrent que les Européens, les Russes, les Chinois, qui sont les autres signataires de l'accord, feront quelque chose. Et en même temps, les marges de manœuvre sont quasiment nulles, notamment économiquement, pour faire quoi que ce soit. Si jamais, parce que là, c'est très vraisemblablement ce qui va se passer, le Parlement va passer aux mains des conservateurs et des ultra-conservateurs, il y a un vrai risque qu'ils sortent de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Ça risque, Lise Joly, de provoquer une situation d'impasse et peut-être même à terme de voir un conflit arriver, un Iran qui décide de se marginaliser face, on le voit bien, aux États-Unis et Israël qui, au contraire, sont sur une ligne très dure envers Téhéran, et les Européens aujourd'hui qui penchent de plus en plus aussi pour la manière forte avec les Iraniens. Probablement, oui, c'est un risque, mais bon, il est difficile aujourd'hui encore d'analyser ce risque véritablement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu une marche arrière. On voit un processus quand même s'enclencher. Oui, qu'enclenche l'Iran, et c'est pas une marche arrière qui va la lier, qui va la rendre plus ouverte sur la scène internationale, ça c'est clair. Laure Simoès, les dessins de presse à propos de ces élections législatives en Iran. Oui, un premier dessin d'un dessinateur iranien qui s'appelle Manan Eyestani et qui vit en France depuis plusieurs années maintenant, qui a dû quitter le pays pour des raisons qu'on imagine. Voilà, c'est une scène de vote un peu aux allures de messe funéraire. Sans doute là, le cercueil du fameux général Soleimani qui a quand même contribué un peu à
raviver le sentiment, le nationalisme iranien. On a derrière dans le public cette petite dame qui fait allusion évidemment à l'avion qui a été abattu et dont on a parlé à l'instant et à qui l'on demande de se taire. C'est le signe de ce personnage-là. Bref, en tout cas, toutes les mines sont hagards, perplexes. Et inquiète. Hein. C'est un petit peu la photographie que Manane Yestani a de l'extérieur de ce scrutin. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour cause, en novembre dernier, la répression sanglante qui a eu lieu en Iran suite donc, à toutes les contestations et les manifestations du fait de l'annonce de la hausse des carburants. On voit là un dessin d'un dessinateur iranien qui vit en France, Ali Jamshidifar, qui revient sur cette terrible répression une démonisation évidemment du régime. Et puis derrière tout ça, évidemment, il y a aussi l'échec de l'accord sur le nucléaire iranien. Un ancien dessin que j'ai souhaité montrer de Herman, dessinateur suisse, Trump rompt l'accord sur le nucléaire iranien, qui n'aide évidemment pas. On l'a dit, la situation économique du pays est dans un sale état. Et puis, j'ai ressorti un vieux dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge, qui date des présidentielles de 2013. Moment où Rouhani a été élu dès le premier tour. Et bien là, on peut dire que les modérés, le peu de modérés qui restent en lice, sont attendus au tournant. C'est une photographie qui est intéressante à remontrer aujourd'hui. On voit que sous la robe, les femmes ont pu voter à un moment donné. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Enfin, ils sont attendus au tournant et puis on voit à quel point la menace des ultras est là et puis elle était là déjà en 2013 en fait. Il y a eu, depuis la signature de l'accord presque jusqu'à aujourd'hui, à défaut d'un élan de sympathie, au moins une forme de compassion ici en France et ailleurs en Europe à l'égard de l'Iran et même du régime. Ça, c'est terminé aujourd'hui avec ces élections qui risquent de couronner la victoire des conservateurs et le repli peut-être sur ses positions. Moi, je pense que c'est terminé depuis mai 2018, lorsque Donald Trump est sorti de cet accord sur le nucléaire. Vous savez, quand vous allez en Iran... Ça n'a pas cassé l'élan de sympathie ici en Europe, au contraire, envers les Iraniens. Non, parce qu'en fait, on n'en parle pas des Iraniens, mais leur vie est devenue très compliquée. Là, aujourd'hui, ils ne vont pas voter parce qu'il y a une désillusion profonde. Vous vous rendez compte qu'ils ont perdu énormément de pouvoir d'achat, leur monnaie ne vaut plus rien, ils ne peuvent plus voyager à l'étranger. C'est devenu pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir un visa parce qu'effectivement, cet élan de sympathie, il ne se traduit pas vraiment dans l'obtention des visas. C'est très compliqué pour un Iranien aujourd'hui d'avoir un visa. Cette politique, cette ouverture, cette petite lorgnette qu'il y avait pour que les Iraniens reviennent sur la scène internationale, c'est fini et ils le savent. Donc, mais est-ce que le pouvoir là n'accentue pas, le pouvoir iranien ne prend pas risque d'accentuer cet isolement? Quel pouvoir? Il y a deux pouvoirs en Iran. Il y a le pouvoir de l'ayatollah Khamenei, avec derrière lui les gardiens de la révolution, qui se présentent aujourd'hui beaucoup pour ces élections législatives, alors qu'ils sont critiqués dans la rue après qu'ils aient abattu l'avion ukrainien. Il y a le pouvoir d'Hassan Rouhani, avec le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, qui a essayé tant qu'il a pu de sauver cet accord, et finalement maintenant il se retrouve marginalisé au sein de ce système de la République islamique. Ils se sont parlé. Recep Tayyip Erdogan a eu Vladimir Poutine au téléphone pour plaider en faveur d'un nouveau cessez-le-feu à Idlib. Résultat, ils conviennent de continuer à discuter. Voilà, on en reste un peu sur notre faim. Tout juste, Vladimir Poutine, lui, se dit gravement préoccupé, non pas par le désastre humanitaire sans précédent dans cette guerre pourtant dévastatrice, près d'1 million de déplacés en 2 mois. Non, le président russe, lui, est gravement préoccupé par les actions agressives des djihadistes à Idlib. De quoi évidemment faire réagir la Turquie, qui a d'ores et déjà d'ailleurs menacé d'entrer dans le conflit. Écoutez, Recep Tayyip Erdogan, c'était avant ce coup de téléphone qui n'a sans doute rien arrangé véritablement sur le fond. Tant que le régime syrien ne stoppe pas la tyrannie infligée à la population d'Idlib, hors de question que nous nous retirions. C'est la seule condition au cessez-le-feu, d'arrêter la tyrannie. Marc Semo, Russie-Turquie, c'est l'affrontement qui se dessine ou bien Recep Tayyip Erdogan, c'est jusqu'où il ne peut pas aller? C'est en partie une partie du bluff, chacun montrant ses muscles. Disons, cette espèce d'alliance entre la Russie et la Turquie
sur le dossier syrien pour arriver à trouver un modus vivendi, la Turquie ayant été depuis le début le pays le plus engagé du côté de la rébellion et la Russie ayant sauvé complètement la mise de Bachar el-Assad. Donc voilà, aujourd'hui les contradictions éclatent. Il faut voir que Idlib, disons, concentre tous les nœuds de la crise syrienne de 9 ans de conflit syrien. Et c'est à la fois une catastrophe humanitaire majeure, je le disais tout à l'heure, il y a 900 000 réfugiés, 50 000 personnes qui vivent dehors, qui n'ont même pas de toit, alors qu'il y a un hiver extrêmement rigoureux pour une fois dans la région. Il y a donc cet affrontement russo-turc, et il y a les derniers groupes de djihadistes. À chaque fois que des poches, jusque-là, tombaient entre les mains du régime, on envoyait les combattants après leur reddition vers Idlib, donc c'est là aussi le concentré. Et il faut voir que Idlib, c'est aussi d'abord un défi pour l'Europe, parce que ces réfugiés, où vont-ils aller? Ils vont aller en Turquie, et donc par contre-coup, on retrouve la situation de 2015. Ce qu'il faut voir, c'est que cette crise, et je terminerai là-dessus, montre aussi à quel point il y a le coût de la non-intervention. Parce que les Européens, les Occidentaux, les Américains n'ont rien fait jusqu'ici sur le conflit syrien, aujourd'hui on voit à quel point cette politique a été une politique à courte vue et une catastrophe. Ce qu'il faut voir aussi, c'est à quel point les Russes portent une énorme responsabilité directe dans la tragédie humanitaire en cours. Non seulement parce qu'ils bombardent, non seulement parce qu'ils aident aussi le régime de Bachar el-Assad, mais aussi parce que jusqu'ici, ils l'ont encore fait avant-hier, ils bloquent toute possibilité d'une action de l'ONU, même d'une action humanitaire, de créer des couloirs humanitaires, etc., à Idlib. Les Russes ont fait 14 fois bloqué à l'avance des résolutions sur le conflit syrien depuis le début de cette guerre. Ça semblait écrit d'avance, Lise Joly. Depuis le début, Vladimir Poutine joue le rapport de force presque cyniquement, il le dit. Et même si Recep Tayyip Erdogan a fait mine de le croire, on prévoyait que ces groupes de rébellion, ces poches rebelles progressivement confinés à cette ville d'Idlib, allaient tôt ou tard faire l'objet d'une offensive. Oui, je rejoins l'analyse qui a été faite là. C'était effectivement écrit d'avance et il fallait effectivement s'y attendre. L'ennemi commun ayant quasi disparu, aujourd'hui on se retrouve effectivement avec les contradictions au grand jour et avec un affrontement évident de part et d'autre. Bon, par ailleurs, effectivement, on a laissé le champ libre aux Russes, nous les Européens, et voilà. C'était écrit, ça veut dire aussi qu'on sait comment ça va se terminer, Mariam Pierzadeh, de manière certaine? Non, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Là, on va rentrer quand même l'année prochaine. Ce sera malheureusement les 10 ans de ce conflit. C'est absolument... ça fait 10 ans que ce conflit dure. On est tous en un train avion de ligne a atterri cette semaine à Alep. Oui, c'est quand même la preuve que Bachar el-Assad aujourd'hui tient la majeure partie de son territoire. Et ils veulent rouvrir aussi un vol pour le Caire. Donc ils veulent rouvrir aussi les vols internationaux. Lui, il veut faire renaître Alep, qui était le poumon économique de la Syrie, pour effectivement faire revenir les investissements. Mais quand on voit, nous, on s'émeut devant des vidéos. Vous avez sûrement dû voir cette vidéo d'un père qui, à chaque passage d'un avion, à chaque bruit d'une bombe, fait rire sa petite fille de 3 ans. On est tous là à s'émouvoir. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'ONU? Quand vous dites effectivement que 14 fois la Russie bloque, vous voyez ces images désastreuse d'habitants qui fuient la guerre de part et d'autre. Ils essayent d'aller se réfugier vers une partie du territoire et finalement la guerre revient à eux. On ne sait pas comment ça va se terminer. Mais en tous les cas, c'est une très grande hypocrisie qui est en train de se dérouler entre Recep Tayyip Erdogan et notamment aussi et Vladimir Poutine. Lorsque tout le monde dit on veut sauvegarder les accords de désescalade de Sochi de 2018 pour que effectivement, mais Idlib aujourd'hui concentre tout les problèmes, toutes les tensions qu'il peut y avoir en Syrie. Il n'y a plus des escalades d'ailleurs. Il n'y a plus d'escalade, mais l'enjeu va au-delà, parce que où on gardera à Idlib une zone protégée où se concentreront les réfugiés, qui va être quelque chose de terrible, où on peut imaginer des aides humanitaires, et c'est ce que veulent les Turcs, où il y aura la reconquête du territoire. Et l'enjeu est énorme, parce que si la zone d'Idlib est totalement reconquise par le régime, de fait, ça veut dire qu'à terme, les autres zones qui ont été prises au nord par la Turquie, à un moment ou à un autre, vont retomber aux mains du régime. Si l'on entérine au niveau international, par l'ONU, la création, disons, d'une zone sous protection internationale, d'une zone protégée,
Pour les Turcs, ça veut dire qu'ils pourront garder la zone d'Afrine qu'ils ont reconquise contre les Kurdes et l'autre zone qu'ils ont reconquise il y a un an. Donc il y a un enjeu là-dessus entre Russes et Turcs qui est extrêmement important. On va en reparler dans un instant. C'est déjà l'heure de la pause et on se retrouve dans allez, 1 minute pour la suite d'une semaine dans le monde. Passons-le. Avec nos correspondants et nos invités en plateau, faites le tour de l'actualité africaine. Toute l'information politique, économique et culturelle d'un continent en mouvement, c'est dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et france24.com. Le Journal de l'Afrique, à voir sur France 24 et sur france24.com. C'est la deuxième partie d'une semaine dans le monde avec toujours à mes côtés Lise Joly, journaliste spécialiste de l'Allemagne. Vous avez été correspondante de Radio France à Berlin avec également Mariam Pierzadeh de France 24, avec Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, et Marc Semo du Monde. Laure Simoès, on va évoquer ensemble cette actualité malheureuse évidemment, le conflit syrien avec donc cette région, cette province d'Idlib qui fait l'objet d'une offensive de l'armée que pour l'heure aucune puissance internationale n'arrive à arrêter. Un premier dessin de Firouz Koutal, dessinateur turc, mais qui vit en Norvège, qui dresse en gros le schéma de la tragique situation d'Idlib, un terrain de ruines où s'affrontent donc les forces du régime syrien avec le soutien de la Russie. On voit ici Vladimir Poutine, l'armée turque qui soutient les rebelles, les Américains qui sont encore un peu dans le cadre, et puis les Européens, on l'a dit, qui sont totalement absents, et au centre évidemment les réfugiés qui vont vers la Turquie par milliers. Un autre dessin de Paresh, dessinateur indien, qui montre l'acharnement de Bachar el-Assad, qui, sur cette carte-là, plante des missiles en disant « j'en viens à bout », sauf que derrière lui rôde toutes ces griffes, le fondamentalisme d'un côté, la radicalisation des réfugiés, les dettes envers l'Iran et la Russie, les inégalités sociales et la pauvreté, les coûts élevés de la reconstruction. C'est un dessin qui est assez pédagogique et utile. Et puis, un autre dessin, on en parlait, des accords de Sotchi, de Semih Poroy, dessinateur turc. Les accords de Sotchi, aujourd'hui, c'est ça. C'est un papier en sale état. Et puis, pour terminer, un dessin du dessinateur jordanien Emad Hajjaj, qui montre à quel point, évidemment, c'est toujours les populations civiles qui trinquent, qui sont ici les martyrs de ce terrain de guerre. Je ne sais pas, au bout de 9 ans de guerre et avec les 500 000 morts, si la Syrie pourra surmonter la situation. Merci. Alors, les abords des mosquées en Allemagne ainsi que les aéroports et les frontières vont faire l'objet d'une surveillance renforcée désormais, conséquence de l'attentat de Hanau, la double fusillade commise contre des bars à chicha, des victimes principalement des Kurdes tués par un déséquilibré d'extrême droite. Il s'est ensuite donné la mort. Écoutez ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. La menace liée à l'extrême droite, à l'antisémitisme et au racisme est très élevée en Allemagne. Nous allons renforcer la présence policière dans toute l'Allemagne. Nous intensifierons notre surveillance des installations sensibles, en particulier les mosquées. Ce même Horst Seehofer, qui il n'y a pas si longtemps s'opposait violemment à l'ouverture en matière d'asile d'Angela Merkel, son parti, la CSU, étant confronté à la montée de l'AfD dans son bastion, la Bavière. Lise Joly, des digues ont sauté en Allemagne, qui explique le caractère décomplexé de l'extrême droite jusqu'à de tels passages à l'acte. Oui, alors là, il faut quand même recontextualiser les choses. Il s'agit quand même d'un déséquilibré. On l'a dit, on l'a entendu, la police l'a dit aussi. Mais c'est quelqu'un d'extrême droite qui a laissé un manifeste assez étrange sur les nations qu'il fallait éliminer de la surface de la Terre. Mais il est très gentil, Horst Seehofer, mais c'est quand même un petit peu tard de s'apercevoir qu'il y a un vrai risque de terrorisme d'extrême droite en Allemagne. C'est quand même pas nouveau. En 9 mois, il y a eu 3 attentats. C'est lui qui a été démantelé encore la semaine dernière, qui prévoyait des attentats contre les mosquées à l'image de ce qui avait été fait en Nouvelle-Zélande. Exactement.
Et il y a eu bien sûr le préfet de Cassel qui a été tué sur sa terrasse. Il y a eu l'attentat contre raté un petit peu, mais enfin qui a fait des morts quand même, contre une synagogue à Halle. Et puis celui-ci, 3 en 9 mois, ça fait beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce pays qui est lié à différentes choses, j'ai envie de dire. D'abord, la politique migratoire de Merkel, qui effectivement a sans doute eu des conséquences sur certains esprits un peu faibles ou sur ces cellules d'extrême droite. La politique de Merkel qui a été d'ouvrir des conséquences politiques visibles électorales. Qui a été d'ouvrir donc les frontières à 1 million de réfugiés. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 réfugiés en Allemagne qui sont pris en charge, à qui on apprend l'allemand, etc., qui coûtent de l'argent. On imagine bien ce que pensent ces milieux de droite extrême, cet argent qui va aux réfugiés et non pas aux Allemands. Donc il y a quelque chose qui s'est passé à la suite de cette ouverture des frontières, qui ont été refermées 3 semaines après d'ailleurs, il faut quand même bien le souligner. Et puis il y a le positionnement politique de Merkel. Merkel est arrivée au pouvoir il y a maintenant 14 ans, enfin bientôt 14 ans. Elle s'est positionnée au centre. Ça a eu pour conséquence d'abord d'étouffer complètement le SPD, la gauche, et ensuite, aujourd'hui, de diviser complètement la CDU. On lui reproche d'être trop au centre, d'avoir tiré la CDU vers le centre et de ne pas être assez à droite et de ne pas faire rempart contre la droite extrême, ce qui effectivement se vérifie dans les faits, puisque l'AfD est entrée maintenant au Bundestag. Et l'AfD au Bundestag, ça veut dire une certaine libération de la parole raciste. On l'a entendu, Alexander Gauland et d'autres. Et du coup... voilà, on a un tabou, un verrou qui saute, alors que l'Allemagne a quand même beaucoup travaillé sur son passé nazi, beaucoup travaillé sur son histoire tragique, il faut le dire, un peu tragique pour les victimes comme pour les auteurs. Mais je pense qu'elle s'est longtemps crue sortie d'affaire parce que les jeunes avaient... voyez cette période de l'histoire plusieurs fois dans leur scolarité, parce qu'il y avait des verrous forts dans la loi, etc. Et puis aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Marc Seymour. Oui, alors, effectivement, l'AfD, sa montée électorale a créé une libération de la parole. Elle est en plus tardive par rapport aux autres pays européens où les mouvements xénophobes, populistes ont commencé avant. Mais puis il y a Pegida dans la rue qui fait des manifestations régulières. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a aussi, et c'était antérieur même à la montée de l'AfD, bien avant, un terreau de réseaux néo-nazis d'extrême droite extrêmement important. C'est-à-dire du propre aveu du BND, il y a 23 000 personnes fichées comme extrémistes de droite, dont 13 000, la moitié, jugées extrêmement dangereux, à même de passer à l'acte. C'est-à-dire, c'est un défi terroriste que même à l'époque de la Rote-Armee Fraktion, le terrorisme d'extrême gauche, il n'y avait pas d'une telle ampleur. Et ça, c'est un problème majeur. C'est un problème qui, pendant des années, a été sous-estimé par les autorités allemandes. Une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire, en même temps, les autorités allemandes, comme Julie le disait très bien, ont fait un énorme travail pour essayer justement d'abord de se confronter au passé, de faire que cette mémoire ne soit pas enfouie, de faire de la prévention contre le terrorisme d'extrême droite. Et en même temps, il y avait comme une espèce de paralysie, ils étaient comme tétanisés du fait de devoir reconnaître ça. C'est-à-dire cette réalité de réseau néo-nazi. Il y a eu un groupe, le NSU, qui pendant 10 ans avait mené des opérations tuant là aussi des immigrés, des Turcs, etc., avec des complicités passives au sein de la police, et il a été démantelé au bout de 10 ans. Outre ces extrémistes de droite, donc fichés, dont je parlais, il y a aussi un mouvement qui est aussi relativement important, avec des dizaines de milliers de personnes, qui est celui des Reichsbürger. Des gens qui disent, nous, on ne reconnaît pas l'État allemand. L'État allemand tel qu'il est, la République allemande telle qu'elle est. Nous, on se réfère au Reich. Ils ne disent pas le Troisième Reich, mais bon, il y a délibérément l'ambiguïté. Donc, il y a... Ça, c'est un phénomène qui est très important, c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux, et donc même si l'auteur de cette tuerie de Hanau était un déséquilibré qui a aussi tué sa mère et qui était un paranoïaque au dernier degré, il y a effectivement, au-delà même de la libération de la parole, un terreau extrêmement fertile qui est extrêmement préoccupant. Et qui précédait l'arrivée des migrants. Et qui précédait l'arrivée des migrants. Oui, tout à fait. L'histoire du trio qui a mis 10 ans à être arrêté, ça précédait l'arrivée des Allemands. Il y a eu, il faut le rappeler aussi, Chemnitz, avec la chasse à l'homme dans les rues de Chemnitz, la chasse aux étrangers. Mais c'est compliqué pour l'Allemagne de se colter à ce problème, parce que ces gens-là sont
soit des petits groupuscules de plusieurs natures, de plusieurs obédiences. Enfin, il y a énormément de cellules d'extrême droite ou des loups solitaires aussi qui agissent dans leur coin. Et donc ça va être un gros problème pour véritablement surveiller tout le monde. Cela dit, 23 000 personnes fichées, on est dans un pays de 82 millions d'habitants quand même. Mais bon. Oui, en France, par exemple, il y en a 1000. Avec un individu là, très armé qui avait un permis de chasse. Il y a un problème d'armes aussi en Allemagne où ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis. Mais il y a par exemple un problème aussi là-dessus de bug dans la mémoire. Ce qui s'est passé en Thuringe, c'est-à-dire... On va rappeler, effectivement. Voilà, ce qui s'est passé en Thuringe, où, avec le soutien de l'AfD, on élit un ministre du Land libéral. Et le soutien de la CDU locale. C'était la Thuringe, l'endroit où l'AfD est la plus radicale. Ex-Allemagne de l'Est. Cet idéologue qui est Björn Höcke, qui est là quasiment au-delà de l'extrême droite, de l'extrême droite, de l'extrême droite. On est quasiment proche des néo-nazis. C'est l'endroit où, pour la première fois, en 1930, avec le soutien du NSAP d'Hitler, un président de Hollande avait été élu. Et donc c'était là où le parti nazi était rentré en politique pour la première fois. Donc l'irresponsabilité d'un parti comme celui libéral et de la CDU-CSU qui soutient, qui ne pense pas cette référence historique, aussitôt mise en avant par le Spiegel et par tout le monde. Ce précédent d'Hitler avec une phrase d'Hitler disant « c'est extraordinaire pour nous ce qui se passe en Thuringe », montre à quel point aujourd'hui il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent sérieusement par rapport à cette mémoire de l'avant-guerre. Ça a provoqué d'ailleurs le renoncement de la dauphine désignée. Et ensuite, le président élu a renoncé, la dauphine désignée a dû jeter l'éponge, mais ça montre qu'il y a quand même des vrais problèmes. Cela dit, il faut quand même souligner que ce fait divers tragique, c'est quand même passé en Allemagne de l'Ouest. Oui. Alors qu'on montre toujours du doigt l'Allemagne de l'Est pour comme terreau favorable au développement des groupuscules néo-nazis. Mais il y a aussi en Allemagne de l'Ouest la même chose, le même phénomène. Ça pose la question évidemment de la fin de mandat aussi d'Angela Merkel. Mariam Pierzadeh, on ne s'attendait évidemment pas à voir un attentat de cette ampleur survenir ici en Europe. Il y a la crainte, plus généralement, d'autres phénomènes comparables, d'autres faits comparables, d'atteintes à des attaques qui ciblaient visiblement clairement la communauté musulmane ou en tout cas des personnalités issues de cette... ou assimilées comme des migrants aux yeux de beaucoup d'Européens. Oui, effectivement, il y a la crainte des attentats djihadistes et maintenant il y a la crainte des attentats néo-nazis. Après, on a beaucoup parlé aussi au moment du 30e anniversaire de la réunification de l'Allemagne, de cette frontière invisible qu'il y a entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Une Allemagne de l'Est qui est quand même assez délaissée, avec beaucoup plus de taux de chômage, des difficultés économiques, il y a moins en Allemagne de l'Ouest, et qu'il y a un terreau effectivement, et ça c'est particulier. Je pense que on s'est concentré sur la menace djihadiste, sur la menace islamiste, et qu'on a délaissé effectivement cette menace de l'extrême droite qui maintenant un membre du gouvernement d'Angela Merkel a considéré que l'AfD était le bras politique du terrorisme d'extrême droite. Ce sont des paroles qui sont très très fortes. Donc ça veut dire que je pense qu'il ne faut pas uniquement mettre cela sur le dos de l'AfD. D'ailleurs, l'AfD n'a pas condamné cette attaque, cet attentat contre les Turcs et les Kurdes. Je pense qu'il y a un travail. Oui, c'est ça. On a délaissé. Il y a un travail d'éducation et un travail d'expliquer. Les dessins. Oui, vous voulez ajouter, Lise Joly, non ? Oui, je voulais simplement ajouter que l'Allemagne avait embauché récemment 600 fonctionnaires dans le ministère de la Justice pour surveiller ces groupes et pour être plus efficace. Mais bon, c'est une prise de conscience tardive, comme on l'a vu avec Horst Seehofer. Laure Simoes, les dessins de presse. Oui, il y a un dessin du dessinateur mexicain Rodriguez qui résume la situation de cette attaque à main armée qui endeuille l'Allemagne depuis le 19 février. On l'a dit, c'était dans un bar à chicha, donc Plantu pour Le Monde a fait de cette fameuse chicha l'hydre allemande, l'hydre du racisme, comme quoi un objet peut se muter comme ça en symbole. Les autorités allemandes ont parlé de poison
de leur côté. Merkel a parlé de par l'opposant raciste, la Merkel. Un autre dessin de dilemme, dessinateur algérien. 2 fusillades font 9 morts près de Francfort. La police allemande ne dit rien sur les motivations de l'auteur. Nous explorons plusieurs pistes. Alors les pistes... pas vrai, parce que pour le coup, il y a eu effectivement les motivations. Ça devait être un dessin fait vraiment au lendemain ou quelques heures après l'attentat. Mais les pistes, elles, sont parlantes avant même... Oui. Je veux juste rajouter un mot, il ne faudrait quand même pas résumer l'Allemagne à la croix gammée et à son passé nazi. C'est un phénomène qui sans doute peut se produire ailleurs aussi. Oui. Pardon. Là, c'est les pistes de l'enquête. C'est ça. J'ai vu ce dessin, il m'a fait bondir. Il n'y a pas d'équivalence avec tout le pays, rassurez-vous. Et puis pour terminer, on le disait, on parlait de Merkel, qui joue à ce jeu d'équilibriste. Un dessin de Roar Hagen, dessinateur norvégien. On sait que cette alliance régionale CDU-AFD ne passe pas. Je pense d'ailleurs qu'ils vont appeler à revoter. Ils vont appeler à revoter, oui, tout à fait. Donc c'est un savant jeu d'équilibriste et on se demande comment, 2020, on va voir comment les choses vont se solder. Mais enfin... Un mot avant de passer à la suite. On va peut-être revenir très rapidement sur la visite d'Emmanuel Macron. C'était cette semaine à Mulhouse, dans le quartier populaire de Burzwiller. Le président de la République, qui à cette occasion a tenu un discours à un mois des élections municipales sur ce qu'il désigne comme le séparatisme, le risque en France d'un séparatisme islamiste. Écoutez-le. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies, qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui, en raison de croyances et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça n'est pas acceptable. Voilà, alors Emmanuel Macron qui explicite en disant qu'il n'est pas très à l'aise avec le terme de communautarisme, qui n'est pas forcément négativement connoté dans son esprit. Ça vous a choqué ce discours sur le séparatisme islamiste ou pas, Mariam Pirzoli ? Non, en fait, j'ai pas vraiment d'opinion pour être tout à fait honnête sur son discours. C'est un discours qui était très attendu depuis des mois, et parce que ce thème du séparatisme, du communautarisme, en fait, ça veut dire la même chose, a été récupéré par la droite, par l'extrême droite. Donc, il fallait qu'Emmanuel Macron se positionne. Je m'interroge sur le calendrier de ce discours, à 3 semaines des municipales. C'est un sujet qui est très sensible. C'est un travail d'équilibriste à faire. Quand on parle de listes communautaires, effectivement, quelles sont les listes communautaires pour les municipales ? Voilà. C'est ça qui était visé. Il dit l'islam politique n'a pas sa place en France. Mais non, mais quel islam politique ? Est-ce qu'il y a des listes musulmanes ? C'est pas possible qu'il y ait des listes de l'islam. Enfin, il y a des listes qui se revendiquent, d'islam politique. À Garges, notamment, Garges-les-Gonesse. Oui, mais c'est il y avait quand même une différence entre l'annonce, qu'on s'attendait quand même à un discours très musclé, et puis finalement le discours était beaucoup plus nuancé. Il a fait un jeu d'équilibre, en même temps, comme souvent chez lui. Mais il y a quand même 2 choses qui sont assez choquantes. Notamment relevé par Rachid Benzine, qui est un islamologue extrêmement modéré dans nos colonnes dans Le Monde. C'est d'abord employer le mot séparatisme est dangereux, parce qu'il y a le séparatisme corse, le séparatisme breton. Donc d'une certaine façon, à la fois, on dénonce quelque chose, mais on donne un drapeau à ceux que l'on dénonce. Donc c'est déjà ambigu. Et la deuxième chose, qui est encore plus choquante peut-être, c'est que Emmanuel Macron a raison à souligner la question, le problème des imams de l'islam consulaire, c'est-à-dire des imams nommés par un certain nombre de pays et des professeurs nommés par un certain nombre de pays, dénonçant notamment la Turquie, le Maroc, l'Algérie. Mais le grand absent du discours, les grands absents du discours, ça a été l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont quand même les 2 pays musulmans qui ont un rôle aujourd'hui en France le plus actif pour diffuser un islam... Salafisme et frères musulmans. Voilà, salafisme et frères musulmans, donc pour faire l'islam qui est, disons-le clairement, le plus antinomique aux valeurs de la République. Même si la Turquie, en matière de frères musulmans aussi, assez active. Lise Joly. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je signe des 2 mains à ce que vient de dire mon confrère. Vraiment. Et je trouve que le mot séparatiste est d'une extrême maladresse. Effectivement, il étiquette une population et il la rejette dans un coin. Je trouve ça très dangereux. Je trouve ça absolument pas positif et contre-productif. Communautarisme aussi est un mot dangereux. Aussi. L'actualité française dominée, écrasée presque cette semaine par l'affaire Griveaux. Une semaine maintenant, un jour pour jour après la démission, ou plutôt le retrait de la course à la mairie de Paris de celui qui a longtemps porté les couleurs La République En Marche à la candidature, Benjamin Griveaux. On en sait davantage sur le trio, le trio qui est à l'origine de ces révélations, puisque Alexandra de
Tadeo et son compagnon Piotr Pawlenski ont donc été mis en examen cette semaine et chacun s'est exprimé. Piotr Pawlenski à la fois dans les colonnes du Monde et chez nos confrères de CNN, Alexandra de Tadeo, elle, au Parisien, pour expliquer bien que en réalité ces vidéos ont été exploitées par le seul Piotr Pawlenski, qu'Alexandra de Tadeo, elle ne les détenait que pour se prémunir éventuellement de difficultés à l'avenir. Vous, ça semble pas vous convaincre, ça? Mais pas du tout. Les vidéos, moi, je les ai vues. C'est un message qui est censé... Non, mais ne rigolez pas. C'est un message qui est censé s'auto-détruire sur Messenger. Désolée, mais lorsqu'on s'envoie des messages, alors déjà, il faut avoir pensé à avoir une application pour enregistrer le message, parce que c'est quand même très professionnel, la manière dont ça a été fait. Moi, honnêtement, je ne saurais pas enregistrer comme ça des vidéos qui doivent s'effacer au bout d'une minute. C'est l'œuvre d'un hacker, c'est tout. Vous pensez que c'est l'œuvre d'un hacker, donc ça signe la préméditation? Il y avait quelque chose de prémédité dans sa démarche de contacter Benjamin Griveaux. On ne reviendra pas sur la légèreté dont il a fait preuve, effectivement, en envoyant cela. Effectivement, lorsque Piotr Pawlenski dit « Non, c'est moi qui ai volé, je l'ai mis devant le fait accompli », c'est un couple. Bien sûr qu'elle savait qu'il les avait volés, bien sûr qu'elle savait... Le français, désolé, mais le français dans lequel il s'est soi-disant exprimé sur le site Internet est impeccable. Il ne parle pas de mots de français, donc il a eu des aides. C'est le piège, Alexandra de Tadeo, comme le titre le point, c'est l'appât, ou alors on confond totalement. Il y a des aspects effectivement très bizarres. Alors, apparemment, ils avaient une relation avant, et c'est après qu'il a envoyé ces vidéos. Très courte, très éphémère. Donc, est-ce que c'était un dépit de femme qui s'est sentie maltraitée? Bon, l'histoire est trouble. Mais à propos du complot, il y a quand même quelque chose de très bizarre. Si réellement on avait voulu faire un complot politique, c'est-à-dire carboniser le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, on aurait attendu le 27 février, le dépôt des listes, après lesquelles il était impossible de faire marche arrière. Donc le fait qu'il les ait sortis avant, donc à un moment où finalement La République En Marche a pu trouver un autre candidat, en l'occurrence une autre candidate qui est bien meilleure que Benjamin Griveaux, qui est même capable peut-être, comme elle n'étant pas clivante autant que la maire sortante, elle a enregistré le ralliement de Gaspard Ganzer. Elle peut créer quelque chose. Donc, d'une certaine façon, le complot politique là-dessus, il était quand même assez branquignol. Donc, je pense qu'on est à quelque chose entre les deux. Entre d'un côté, ce petit groupe avec Juan Branco, avec Piotr Pawlenski, avec Alexandra Tadeo qui, voulait à la fois régler des comptes, faire un coup de pub, etc. Et quand même un truc de branquignol. Un complot bancal, quoi. Lise Joly, reste évidemment l'impression que ça donne, parce que quand même, avoir Piotr Pawlenski qui s'exprime sur une chaîne américaine, ça montre à quel point cette histoire est scrutée, y compris de l'étranger. Je ne sais pas vous pensez que ça va laisser des traces? Parce que beaucoup de gens disent finalement c'est une évolution dramatique de notre société, mais finalement, si on regarde, les réactions étaient unanimes pour condamner ce qui s'est passé. Il y a quand même eu un sursaut. C'est évidemment une évolution un petit regrettable de notre société, et elle est regrettable pas seulement pour Benjamin Griveaux, dont on parle beaucoup et beaucoup trop à mon sens. Elle est aussi regrettable pour, par exemple, les adolescents à qui ça arrive et qui sont le revenge porn, ou le harcèlement. Le harcèlement, qui se retrouve avec ce type de vidéos diffusées dans leur lycée, etc., et qui parfois ça conduit au suicide. On en parle beaucoup moins. On parle beaucoup moins de ces problèmes. Justement, cette affaire a permis de traiter d'un phénomène générationnel. Personnellement, j'espère que cette affaire Griveaux va nous amener à réfléchir sur ce que c'est que ce vol et cette diffusion de vidéos. Comme la loi prévoit, quand il s'agit de courrier, le vol de courrier, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été mis en examen. Oui, tout à fait. Mais quant au complot, pas complot, etc., j'ai quand même un peu l'impression que ce sont des branquignoles, des amateurs. Des branquignoles dont l'un avait quand même ses entrées dans les ministères. Quand même allé très haut, très vite. Oui, s'agissant de Juan Branco. Lorsque vous interrogez... D'autres, Benalla aussi. Lorsque vous interrogez sur le fait que CNN s'intéresse à ça, parce qu'au-delà de Benjamin Griveaux, c'est Emmanuel Macron qu'on vise. C'est les conséquences politiques. Benjamin Griveaux, là, ça va être très compliqué pour lui de reprendre ça va prendre longtemps avant de reprendre une carrière politique. Peut-être qu'il travaillera dans le privé, on ne sait pas. Mais Emmanuel Macron, par contre, c'est un nouveau scandale de plus pour son parti. Donc, c'est lui qu'on vise. Parce que, quand même s'il était très mal en point dans les sondages et qu'il avait pratiquement aucune chance de remporter la mairie de Paris, il a quand même capitulé très vite. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une unanimité. Un certain nombre d'autres vidéos. Visiblement, il voulait éviter le feuilletonnage. Mais apparemment, il n'y a pas. Ce que dit Pawlenski, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est quand même, et ça explique aussi pourquoi il y a une telle couverture, c'est une extraordinaire histoire journalistique. Donc, c'est logique que CNN, comme tous les
médias du monde s'y soient mis, y compris les Russes, pour dire regardez, nous, on n'est plus démocratique. Avec le retour des anarchistes russes qu'on pensait disparus au siècle dernier, voire même le précédent. Mais ça interroge aussi sur ce qui nous, le rôle que la presse peut jouer. Et le rôle des dessinateurs de presse, justement, parce que c'est vrai que ça, c'est une histoire en or pour les dessinateurs de presse. Oui. Un premier dessin de Kishka, dessinateur israélien, qui résume aussi bien les choses. On voit, si on le voit, un griveau en Saint-Sébastien, cloué au pilori par la vindicte des réseaux sociaux. Vous voyez que au premier plan, c'est les réseaux sociaux qui l'entourent, surplombé. Tout le monde l'aura reconnu par cet artiste sulfureux, Piotr Pawlenski. Ça fait un peu bizarre de l'appeler artiste. Et puis pour terminer, puisqu'on n'aura pas le temps de plus, un dessin extraordinaire de Chapat, dessinateur suisse pour Le Canard enchaîné, vidéo compromettante. Tu vois la main de Moscou. Moi, il me semble qu'il fait avec sa main à lui. C'est parfait. C'est parfait. Merci Laure Simoes pour ce final en sourire. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.